Sénégal, avec l'arrestation et la saisie d'armes après des violences électorales mortelles à Côte d'Ivoire, je peux me représenter à un troisième mandat. C'est Alassane Ouattara qui l'a dit, le Gabon, une ministre qui prêtera serment devant le président à Rabat au Maroc. Et puis le Togo, nous allons parler donc de ce conseil des ministres, un conseil des ministres qui aujourd'hui s'est tenu dans une ville qui n'est pas la capitale du pays. Pour commencer cette émission, autour de moi, Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent à travers la New World, c'est un plaisir. Francisco Napokura, freelance. Bonsoir Francisco. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs. Je profite de l'occasion, c'est la chemise que je porte, c'est dédié à notre ami, notre confrère Mustapha de TLS TV2 qui a célébré son mariage le week-end dernier. En fait, c'est la tenue qui a été retenue. Donc, je n'y étais pas, donc spécialement, je dédie au couple. D'accord, j'espère qu'il nous suit et heureux mariage à lui. On part tout de suite au Sénégal. Plus de 20 personnes ont été arrêtées à la suite de la mort de partisans du pouvoir dans des heurts avec l'opposition lors de la campagne présidentielle pendant laquelle le gouvernement s'est engagé mardi à assurer la sécurité de tous les candidats. Des heurts qui ont eu lieu à Tambacounda, à 420 km à l'est de Dakar, entre partisans du président sortant Macky Sall et candidat du Parti de l'Unité, et Issa Sall, le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur, proche de la mouvance religieuse. C'est des heurts qui ont fait au moins 2 morts. Le premier signalé dans des violences électorales depuis le début de la campagne le 3 février. Et par ailleurs, des armes, dont des couteaux, des gourdins, ont été saisis par la gendarmerie sur des membres du PUR, c'est-à-dire de la coalition autour d'Issa Sall. C'est ce qu'a déclaré le procureur de Tambacounda, Demba Traoré, à la radio Futur Média. Francisco, il faut dire que le Sénégal, pour cette campagne, ne présente pas l'image du bon élève qu'on connaît. Oui, je crois que toute l'Afrique, la démocratie africaine est en train de basculer. Et le Sénégal, on l'avait applaudi lorsque Macky Sall arrivait et a pu renverser le vieux Abdoulaye Wade. Et tout le monde était content, avait apprécié cette société civile qui s'était hautement mobilisée pour la transparence des urnes. Et le résultat est arrivé, Macky Sall qui est sorti gagnant et qui avait même au départ annoncé une révision de la Constitution pour amener le mandat c'est-à-dire écouter le mandat, mais qui n'avait pas été, qu'il n'a pas pu faire. Mais on constate malheureusement que pour son deuxième mandat, le Sénégal est en train sinon a beaucoup reculé. Et quand on parle de violence et d'armes blanches, c'est ailleurs qu'on entend, sinon au Sénégal d'habitude, on entend parler des chefs religieux, qu'on entend pour donner les consignes de vote. Et puis bon, il y avait quand même une offre électorale qui était, disons, intéressant, qu'on aimait suivre avec des débats ici et là, mais dire aujourd'hui que l'insécurité est liée aux élections et que c'est maintenant que le gouvernement, malheureusement, dit qu'il va prendre des mesures pour la sécurité des concitoyens. Or, cette sécurité est censée être assumée en permanence. Et surtout en période électorale, on devait prendre les dispositions pour assumer, disons, on dit souvent avant, pendant et après les élections. Donc maintenant, il y a beaucoup de morts qui sont parfois liées aux affrontements, aux armes blanches essentiellement. En fait, quand on parle d'armes ici, ce ne sont pas encore des armes de guerre, c'est les armes blanches. Et puis de l'autre côté, les vitesses dans la campagne et qui tuent énormément parce qu'il y a beaucoup d'accidents et qui ont été enregistrés ici et là et qui ne fait pas honneur à cette démocratie. Je suis en train de voir que toute l'Afrique démocratique est en train de basculer. Horus, c'est vrai que pendant les campagnes, généralement, et par exemple dans un pays comme le Togo, quand il y a campagne, ce n'est plus la force de sécurité habituelle qui s'occupe de la campagne, mais on crée une force spéciale
et qui reçoit des entraînements pour cela. Le Sénégal, on ne l'a pas évoqué, mais apparemment, il n'y a pas cette force spéciale et c'est maintenant les autorités se réveillent pour dire la gendarmerie, la police va assurer la sécurité. Bon, alors, je ne connais pas comment s'organise le dispositif sécuritaire au niveau du Sénégal, mais c'est vrai que au niveau du Togo, quand il y a eu une volonté d'organisation de manifestations sans violence, cela s'est fait. On a eu vraiment des forces de l'ordre qui d'une certaine manière, en tout cas pour ma part, m'ont ébahi, tout simplement parce qu'elles arrivaient à orienter les déplacements, elles arrivaient à orienter les manifestants, elles arrivaient vraiment à faire des choses avec une organisation quelque part que l'on pouvait saluer. Raison pour laquelle justement je me suis beaucoup étonné à chaque fois qu'il y avait de la violence dans les manifestations au Togo, d'autant plus qu'on a prouvé à moult reprises que l'on pouvait en organiser sans violence et de façon bien organisée. Maintenant, je pense que les exemples comme... Dans le Sénégal, les autorités n'ont pas aussi un peu surestimé la capacité des Sénégalais à se dépasser et à ne pas verser dans l'excitation de la campagne? Peut-être, mais je pense que le problème du Sénégal et des démocraties africaines, c'est que on n'est pas rentré dans le vif du sujet. On a la sensation que la démocratie, la démocratisation ne se limite qu'à l'alternance, qu'aux partis politiques, qu'aux jeux politiques. Et on n'a pas l'impression que cela intègre de plein fouet les paradigmes de la société. Le fait de pouvoir accepter que son vis-à-vis ait un avis contraire, qu'il puisse voter pour quelqu'un d'autre, qu'il y ait un réel débat sur des questions de fond. Si en Afrique, dans la perception que nous avons de tous les jours, nous savons que, par exemple, un élève qui est en classe au primaire, dans ce ressenti, estime qu'il ne peut pas poser la question à un maître, qu'un lycéen ne peut pas, par exemple, poser des questions à un prof, qu'un professeur ne peut pas poser des questions à sa hiérarchie, qu'un fonctionnaire ne peut pas poser des questions à sa hiérarchie, qu'un employé ne peut pas revendiquer un tant soit peu ses droits les plus élémentaires. Si on a ce ressenti-là en Afrique, c'est-à-dire que la démocratie, il y a un problème d'ancrage. C'est un peu ça. C'est-à-dire les gens qui manifestent, qui vont prendre des gourdins, des barres de fer et tout ça, sont encore dans un idéal où on prône le gourou. On ne prône pas une idée. Parce que si on prenait une idée, on pourrait en discuter. Les gens, par exemple, qui en sont venus malheureusement à se faire du mal, ces personnes-là, elles ont soutenu un candidat, mais sont-elles capables de défendre valablement le programme de ce candidat? Encore faut-il qu'ils le connaissent. Voilà. Alors, c'est ça le problème. Alors, tout à l'heure, je pense que Franciscain a pointé du doigt quelque chose. Effectivement, on peut s'étonner que des violences au Kenya, des violences au Ghana, là, on a les violences au Sénégal. Ce sont pourtant des pays que l'on nous porte en exemple. Et on peut s'étonner de ça. Mais justement, je pense que c'est justement ça. C'est que ces pays... leur démocratisation, elle est encore élitiste. C'est encore le jeu de l'Assemblée. C'est encore on n'est pas à un niveau où, comment dirais-je, au niveau même de la population, des populations, on peut pouvoir intervenir, réclamer ses droits, on peut pouvoir les défendre, on peut pouvoir. Et là, il faut un réel travail, de fond. C'est vrai, Francisco, ce que dit Horus, c'est que on a peut-être un peu idéalisé le Sénégal. On a pensé que parce que le Sénégal a donné une leçon, plusieurs fois la leçon d'alternance, que les populations, à la base, comme on le dit ailleurs, ont compris le jeu de la démocratie qui est un débat d'idées. Bon, on peut l'admettre, que en fait, l'ancrage n'est pas encore ça, mais ce que je vois, c'est que à chaque fois que nos démocrates, c'est-à-dire que ceux qui ont lutté pour accéder au pouvoir et qui sont arrivés avec vraiment la loi de la démocratie. Je prends par exemple Wade, qui a lutté pendant des années à Côte-d'Ivoire, et finalement, il arrive et il veut s'incruster. En fait, ça citait par force que, disons, Wade est parti, mais c'est, disons, à jeu égal, c'est-à-dire que dans les urnes, qu'il est parti.
Bon, Macky Sall qui est venu, au lieu de renforcer cette démocratie, est en train de faire autre chose. Parce que lorsque vous voyez déjà en prison des candidats potentiels et l'autre qui se retrouve au Qatar, qui est l'autre fils à papa, et que papa ne veut pas lâcher. Et quand vous voyez le comportement de même Abdoulaye Wade ces derniers temps, qui est rentré à Dakar et qui demande aux gens de brûler les cartes d'électeurs électorales et qui, disons, appelle les gens à boycotter parce que son fils n'a pas été retenu, ça veut dire que le parti même, ça veut dire au sein du parti de Wade, il n'y a même pas la démocratie. Parce qu'on aurait pu trouver une autre personne, un autre leader du parti qui est le cautionnement du parti et de Wade et qu'ils affrontèrent véritablement Macky Sall. Et donc déjà ce discours de haine, disons en quelque sorte, que Wade est venu encore donner avec bien sûr les gens qui sont en prison et d'autres... bon, en fait, s'ils sont en prison, le tribunal a prouvé qu'ils ont effectivement, ils se sont trempés dans des détournements, dans la corruption. Bon, maintenant, quand on voit tout ça, donc, on doit s'attendre à ce qu'il y ait vraiment des révoltes, parce que les gens se disaient que bon, on est en train de rentrer dans la démocratie, et subitement, on trouve que ces démocrates qui arrivent deviennent un peu plus des dictateurs et qui instaurent d'autres méthodes. Disons, moi, je pense que c'est ça plutôt qui est en train de renverser, et disons, l'espoir que nous étions en train d'avoir et qu'on citait comme exemple, même regardez le Bénin, avec Talon, quand il est arrivé, comment vous l'appelez, Yahi Boni, quand il était là, après tout, pour partir, c'était des problèmes. Il avait voulu modifier la Constitution et il n'a pas pu. Il est sorti aujourd'hui, il est heureux, il court partout, il fait le footing. Talon est venu, il a dit non, que lui ne fera qu'un seul mandat. Et finalement, il a senti que le pouvoir est peut-être trop doux. Et il fait tout. Donc, si ce ne sont pas des arrestations liées peut-être aux cargaisons de drogue qu'on assigne à tel potentiel. Donc, au fait, on sent que la démocratie africaine, au fait, les peuples ont compris, moi, quelque part, les peuples ont compris, mais c'est ces dirigeants qui, je ne sais pas pour quel intérêt occulte, certainement de l'Occident, et ils ne veulent pas quitter dès qu'ils arrivent ou dès qu'ils sont au pouvoir. C'est ce second mandat de Macky Sall. C'est vrai que Francisco l'a touché un peu. Macky Sall, on l'a vu venir. Après qu'il ait battu Wade, tout le monde a dit voilà l'homme. Mais on sent que pour ce second mandat, il a dû fortement batailler, écarter des gens. Et même on le voit dans la campagne, il y a beaucoup de patience. D'ailleurs, il a refusé un débat télévisé avec les autres candidats. Un peu comme s'il n'était plus trop sûr de lui. Alors, bon, pour la question du débat, est-ce que c'est parce qu'il est pas assez sûr de lui, ou c'est plutôt l'inverse, peut-être qu'il est trop sûr de lui et qu'il se dit que vu les mécanismes qu'il a mis en place, ben, il a des fortes chances de passer. Cela peut être pris comme ça. Pourquoi risquerait-il de mettre, disons, l'encensement de son programme en affrontant d'autres candidats qui pourront éventuellement prouver que ce programme n'est pas aussi merveilleux que ça. Autre chose, alors je pense que dans l'émancipation des peuples africains à la base, il y a des leaders avant la démocratie de 90, que quelque part on nous sert et tout ça, il y a des leaders qui pensaient la démocratie justement à la base, à partir du peuple, avec une réelle organisation économique qui fait que tout le monde, un tant soit peu, se retrouve dedans. Et il y a un processus vicieux quand on observe l'histoire des pays africains qui consiste à évincer ces porteurs de messages, ces porteurs de réel leadership africain au détriment de personnalités africaines plus coulantes. Plus, tout à l'heure, Francisco le dit, plus malléable avec l'Occident. Et souvent, les politiques que l'on a dans les pays africains sont les descendantes, les héritiers politiques de ces personnes-là. Alors, si je prends par exemple le cas du Sénégal,
où sont les politiques dans cette campagne héritiers de Cheikh Anta Diop? Où sont les héritiers politiques de Mamadou Dia? On a beaucoup plus des héritiers de Senghor. Quand on voit la personne de Diouf, quand on voit la personne de Wade, après on voit que Wade va engendrer Macky Sall, Idrissa Seck, va engendrer son propre fils Wade. Donc en fait on a qu'un seul, on a, comment dirais-je, la disparition, ou même, comment dirais-je, je ne sais pas si je dois parler de coloration de toute une frange de la politique africaine menée avec du message, menée avec un processus, un planning, un leadership. Vous allez au Cameroun, aucun héritage de Nyobé, de Félix Moumié. Aucun héritage. Vous allez en Guinée-Bissau, mais c'est aberrant. On n'a pas les héritiers de Amilcar Cabral. Alors que c'est quelqu'un qui est parti au niveau des masses, qui a assumé un leadership conséquent avec une organisation conséquente. Et on voit ça dans tous les pays africains. Par exemple, je donne un exemple. Gardez l'exemple, on va marquer la courte pause et on revient après.